Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Dans ce nouvel épisode, j'invite Benjamin Douablin de Get Sales Ramp pour vous aider à construire une stratégie de commission pour vos commerciaux. Nous allons voir avec Benjamin les étapes dans la mise en place de vos commissions, les pièges à éviter, qui commissionner au sein de l'entreprise en dehors des commerciaux, comment bien rémunérer les différents types de commerciaux, l'importance d'être agile sur cette question-là, comment vous pouvez garder vos meilleurs performeurs, et enfin, les principales frustrations des commerciaux vis-à-vis de leur plan de commission. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais 2 entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis, waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Douablin. Benjamin, salut. Salut Alexandre, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. C'est aujourd'hui le 4e live Les héros de la vente qu'on fait sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. Vous aurez l'épisode en différé sur le podcast Les héros de la vente. Donc c'est un format que j'aime bien parce que les gens peuvent intervenir, peuvent poser des questions. Et puis on voit nos visages, donc ça apporte une touche humaine en plus du podcast. Donc Benjamin, on va commencer l'épisode comme tous les épisodes. Je vais te demander de te présenter, alors de manière un peu originale, je vais te demander pourquoi les gens qui assistent à ce podcast, à ce live, devraient te connaître. Ok, super. Écoute, moi Benjamin, j'ai 29 ans, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai commencé ma vie professionnelle au sein des forces spéciales dans l'armée, ce qui m'a aussi donné pas mal le goût, je pense, de l'effort, du challenge. Après ça, j'ai décidé de reprendre mes études euh, en master de commerce et j'ai pu, à travers mes 3 années d'études, faire un parcours assez classique en alternance, mais en fait, je me suis retrouvé bras droit des CEO euh, de belles PME, ce qui fait que j'ai touché un petit peu à tous les métiers euh, au sein de l'entreprise, notamment les métiers de la vente, mais vu que j'avais un poste assez transverse, c'est ça, je pense, qui m'a aussi donné le goût à l'entrepreneuriat. Et après ces études, je vais voulu me spécialiser dans la vente parce que pour moi, le goal un peu ultime, c'était de monter ma boîte. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir le meilleur produit, le meilleur service. Si tu ne sais pas le vendre, à un moment donné, tu n'as pas de clients. J'ai décidé de commencer j'ai lancé une agence, en fait, qui était. J'étais pas le cofondateur, mais j'étais le premier commercial. Et c'était une super aventure parce que justement, il y avait tout à créer. Et c'est ça vraiment qui m'a donné aussi l'envie de vendre parce que j'ai découvert à travers ce métier qu'on vraiment on aidait les clients en fait dans leur transformation, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, je vendais donc développement de site web. Et après ça, donc pareil, pour la petite histoire, moi je suis originaire de Besançon, donc, dans l'est de la France. Et tous mes clients avec l'agence web étaient à Paris, donc je faisais énormément d'allers-retours. Je me suis dit, en fait, si tu veux bosser dans la tech et le marketing digital, t'as pas le choix, il faut aller à Paris. J'étais pas hyper chaud de base pour quelqu'un de province d'aller à la capitale. Et j'ai mis les pieds à Paris il y a 5 ans maintenant. Et en fait, moi, j'adore l'écosystème. J'ai commencé à bosser du coup pour une boîte qui s'appelait à l'époque Uptilab, qui
qui était un cabinet de conseil en data, web analytics, et qui avait aussi toute une brique software. Donc, j'avais la chance de pouvoir vendre du service et du software. C'était une trentaine quand je suis arrivé. Après 2 ans, on était à peu près une cinquantaine, et on a rejoint Jellyfish, qui est une plus grosse agence dans le marketing digital, qui est Google Partner. Voilà. Et donc, à travers ce merge, on va dire, j'ai pu passer sur des clients un peu plus grands comptes. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner des clients comme Sanofi, je les salue d'ailleurs, et sur des très beaux deals. Et en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi j'en suis là aussi aujourd'hui avec SalesRamp, c'est que Jellyfish, boîte que j'affectionne énormément, mais a pour politique de ne pas payer les commissions de ses sales. Enfin, c'est pas de pas te payer, c'est qu'ils ont supprimé l'aspect commission des sales. Alors, ce qui fait que les commerciaux ont des beaux packages, c'est confortable, mais je trouve que ça répondait pas à moi, mon drive, d'être un peu plus compétiteur et d'avoir besoin aussi d'une récompense financière par rapport au travail qui est fourni. Donc, j'ai décidé de partir de Jellyfish, et en fait, je me suis rendu compte que les sujets de compensation dans les équipes commerciales étaient clés sur l'activation, le mindset et du coup la performance commerciale. Il y a beaucoup d'outils dans l'écosystème SalesTech qui viennent améliorer un petit peu le quotidien des commerciaux. Et pour moi, la base est encore fixée, et cette base, c'est justement comment bien gérer la rémunération des sales et comment faire un outil de motivation, de rétention. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet SalesRamp. Et donc, voilà, moi, globalement, je suis passionné des sujets sales, sujets business. J'adore échanger avec les entrepreneurs aussi, les personnes qui, entre guillemets, sont animées par la vente. Voilà, donc ravi d'échanger avec toutes les personnes qui écoutent sur les sujets business et entrepreneuriat. Ok, écoute, merci Benjamin pour ton intro. Tu as bien teasé le sujet du jour qui est donc, on va parler de commission aujourd'hui, comment optimiser vos commissions pour avoir de la performance. Juste rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc tu es passé par le milieu de l'armée, tu as retenu quelques petites choses par ce passage. Tu en étais content, pas content? Est-ce que tu peux nous faire un rapide retour d'expérience? Oui, bien sûr. Je trouve ça atypique, donc ça m'intéresse. Alors déjà, moi, je suis issu d'une famille militaire. Enfin, mon père était là-dedans, donc j'ai baigné un peu de ce milieu-là. Et en fait, j'ai adoré. C'était une année exceptionnelle parce que tu alliais le côté, comment dire, il y a énormément d'exigences. C'est des personnes de haut niveau, on va dire, dans l'armée. On t'apprend à être très bon sur ta communication, ton organisation. Tu apprends aussi le dépassement de soi. Donc, tu t'apprends aussi à te connaître. Et moi, j'ai adoré cette période-là. C'est hyper intense d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Et on t'apprend. Alors après, comme tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut savoir prendre ce qui est intéressant dans chaque type d'organisation. Mais le côté préparation aussi, j'imagine bien les militaires se préparent. Donc, on peut faire pas mal de parallèles avec le monde de l'entreprise, le business, négociation. Enfin voilà, il y a pas mal de parallèles. En fait, ça a été assez évident pour moi de reposer des apprentissages de l'armée dans le monde de l'entreprise. Voilà, sur la communication, le management, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on croit. L'armée, on ne se fait pas crier dessus toute la journée. Il y a des règles, mais ça permet d'avoir une grosse organisation qui tourne très bien. Écoute, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, donc je te recontacterai sur l'épisode comment s'inspirer de l'armée sur la vente. J'ai fait un épisode sur la négociation dans le GIGN, tu vois, donc on n'en est pas loin. Du coup, on va rentrer dans le sujet du jour. Je voulais prendre l'exemple d'une société qui est déjà établie ou qui commence à se développer et qui se pose la question de tiens, on a des commerciaux, on n'a pas trop réfléchi finalement à leur plan de commissionnement, on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que tu peux nous donner un peu les premières étapes pour définir sa stratégie de commission, par où on commence en fait? Ouais, alors dans ton exemple, l'équipe, elle n'a pas de variable ou elle est déjà en place? Les deux, mon capitaine. Tu imagines que les deux? Non, mais j'imagine que quand rien n'est en place, c'est un peu plus facile de partir d'une page blanche. Ouais. Donc tu peux partir de cet exemple-là et après on peut peut-être dévier sur vous avez déjà un plan de commissionnement,
mais vous vous rendez compte qu'il n'est pas optimisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ouais. Bah, en fait, si tu prends l'exemple de la boîte qui se lance, qui commence à avoir quelques commerciaux et qui a envie de les récompenser sur leur performance, c'est toujours hyper compliqué de mettre les bons curseurs, tu vois. Parce que je le paye upfront, donc c'est quand le client a signé, est-ce que je le paye à ce moment-là? Est-ce que je lui donne 5%, 10%? Est-ce que je le paye quand le client a payé? Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'on peut être tenté de faire pas mal d'erreurs qu'il va falloir derrière rectifier. Alors, il faut peut-être passer par là, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on a tendance des fois à être un peu généreux parce que quand tu lances ta boîte, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer du business et un peu, enfin, tu vas pas optimiser tes coûts, tu vois. Après, quand tu as un peu de croissance, un peu de traction, tu dis, ah ouais, ok, ça me coûte cher. Peut-être que je surpaye mes commerciaux par rapport en fait à ce qui me ramène et par rapport au coût derrière qu'on a de production, tu vois, parce que bon, évidemment, on est dans l'écosystème un petit peu startup, donc on vend beaucoup de SaaS, mais il y a aussi plein d'entreprises qui ont des coûts, qui ont des achats, aussi qui vendent du consulting, qui ont des salaires à payer derrière. Ouais, je pense qu'il faut connaître son business, regarder un peu quel va être le coût de production, entre guillemets, ou de réalisation de la mission et voir qu'est-ce qu'on peut donner. Et je réfléchirais sur un peu tout le cycle de vente, dans le sens où tu vas avoir peut-être un profil chasseur qui va faire de la prospection téléphonique, email, ce qu'on va communément appeler dans des SDR, des BDR, qui ont pour mission de générer des leads. Donc là, tu peux te dire, OK, j'ai envie de les rémunérer sur nombre de meetings. Euh, Là-dessus, tu vas te poser la question, est-ce qu'en fait, ces meetings sont bien qualifiés? Moi, déjà, sur ce sujet-là, pour passer très rapidement, j'aurais plutôt tendance à vouloir incentiver tout le monde sur la réussite de l'entreprise. Donc, la réussite de l'entreprise, c'est d'avoir du business qui rentre, donc pas un nombre de meetings, mais aussi incentiver sur le chiffre d'affaires qui va être généré derrière. On pourra rentrer dans le détail de comment on le fait sur les équipes SDR ou BDR, par exemple, si ça intéresse des personnes dans le chat ou si c'est nécessaire de creuser. J'aime bien ce sujet. Et après, donc, tu as plutôt le profil closer et tu vas avoir aussi account executive ou business developer qui est sur tout un cycle de vente. Mais après, tu as aussi tout ce qui se passe après. Une fois qu'on a signé le client, c'est quoi l'idée? C'est peut-être de upseller, déjà de satisfaire le client sur ce qu'il a acheté, mais d'aller comment dire, maintenir ce client et générer des revenus récurrents. Et donc voilà, je prendrai un petit peu tout le cycle de vente et quel va être le coût associé à la vente et derrière mettre les bons curseurs, les bonnes mécaniques aussi du plan de commission. Ok. Est-ce, est-ce que tu as parlé de cycle de vente, j'imagine qu'on peut parler aussi de cycle dans l'entreprise. Finalement, le plan Ouais, de commission, il va être vivant et il va évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, on peut aussi, dans ce podcast, dire, OK, on part d'un point A, mais votre plan de commission va évoluer avec le développement de la société. Donc, peut-être on peut parler un peu des étapes, les bonnes étapes à respecter quand allez, prenons le cas de l'entreprise qui se monte. Tu veux créer ton premier plan de commission. Voilà, quelles sont ouais. les erreurs à éviter, les bonnes pratiques. Et si tu veux, après, on peut passer à l'étape suivante quand tu commences, tu l'as dit, à scaler et à avoir plus de commerciaux, plus de spécialisation et ainsi de suite. Ouais, complètement. Complètement. La façon dont moi j'aborde le sujet, c'est que j'aime bien partir, avoir une discussion un peu stratégique sur c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette entreprise, c'est quoi mon objectif d'un point de vue business et quelle culture sales j'ai envie d'avoir dans mes équipes. Parce que ouais, tu le sais, en fonction de la culture, du mindset aussi des fondateurs, tu vas avoir des équipes un peu plus salesy, un peu plus agressives peut-être que d'autres business. Donc déjà, je me poserai un petit peu la question de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme type de profil aussi en interne, parce que des commerciaux, tu en as t'as 10 catégories de commerciaux, on va dire. Donc, je définirai ça. Ensuite, pour recruter les bonnes personnes et mettre le plan de commission adéquat. Et, euh, et ça veut dire, ben justement, au départ, je plafonnerai rien. Je serai assez généreux et assez simple. Faut que ce soit, globalement, même après, hein, mais il faut que ça reste simple à comprendre le commercial, même s'il adore la mission de l'entreprise. À un moment donné, il a envie de remplir son compte en banque. Parce que surtout, tu es une startup,
tout n'est pas encore très sec. Potentiellement, il y a quelques bugs dans le produit. Donc, le sales, il va aussi faire face à ça. À un moment donné, il faut qu'il puisse correctement gagner sa vie et que ça ne soit pas une usine à gaz, entre guillemets, que ça ne sente pas l'embrouille dans son plan de commission. Donc, Oui, voilà. Ouais. on peut imaginer quand on commence, on a un commercial qui va faire un peu tout le cycle de vente. Ouais. Donc la personne va prospecter, suivre. Donc là, la bonne pratique, ce serait, OK, voici le plan de commission, un pourcentage sur tes ventes, et si tu as un deuxième commercial, c'est le même, et ainsi de suite. Et c'est après que tu vas rentrer dans une complexité parce que les gens vont plus avoir les mêmes fonctions ou plus la même intensité de travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ce que je remarque, en fait, il y a souvent un sujet autour de la communication sur les plans de commission. C'est OK. que tu arrives, tu es sales, on te dit, bah, tiens, tu vas prendre 10% sur toutes tes ventes. En fait, il y a une super traction, ça marche très bien. En 6 mois, il y a 5 commerciaux qui sont recrutés. Il y a peut-être un head of sales qui arrive. On structure un petit peu l'équipe avec des SDR. Et là, en fait, bah, le cycle de vente, enfin, tu vois, les étapes de la vente, elles sont réparties sur 2 voire 3 personnes. Donc, il va falloir revoir le plan de commission. Si le commercial, quand il arrive, il se dit qu'il va avoir 10% de com sur les 3 prochaines années, bah voilà, quand tu amènes le changement, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je pense aussi qu'il doit y avoir une communication assez honnête dès le départ pour les startups sur le fait que ça va bouger. Tu vois, 90% des entreprises changent les plans de commission au moins une fois par an. Et ça, OK. pour chaque fonction commerciale dans l'entreprise. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez mouvant, d'autant que, bah voilà, enfin, sans revenir sur le Covid, parce que c'est facile de dire ça, mais les entreprises ont dû s'adapter, elles ont revu un petit peu la structure de leur force de vente. Et donc ça demande aussi d'adapter les plans de commission. Ouais, je pense qu'il y a un sujet de communication, tu dois dire à ton sales, ça aujourd'hui, et ça, bien sûr, tu ne vas pas t'amuser à changer tous les 15 jours, parce que sinon, le sales, il ne sait plus comment optimiser sa vente pour aussi gagner sa vie. Mais il doit être apte à s'adapter et à accueillir un nouveau plan de commission. OK. Qu'est-ce que tu penses de la pratique de caper les commissions? Alors, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, il y a des business, je vais prendre le contre-exemple, mais comme ça, c'est très rare. Il y a des business qui ont des soucis de stock dans la manufacture ou autre, où en fait, ce qui fait qu'un commercial est bon, c'est qu'il arrive à vendre à 100% de son objectif. S'il est à 98, c'est pas bon. S'il est à 102%, c'est pas bon. À part cette exception, je pense que tous les autres business n'ont pas trop vocation à caper pour plein de raisons. Alors déjà, tu as un coût fixe de ton commercial si tu es entreprise, directeur commercial, tu sais que tu as un coût fixe et après, c'est du coût variable généré sur les ventes. Il suffit de faire un petit peu de maths sur chaque cas pour voilà, partir de la marge de chaque business, évidemment. Je prends beaucoup de pincettes parce qu'il y a des exceptions toujours. C'est ce qui fait qu'en fait, un plan de com, c'est jamais si simple et il n'y a pas une règle à appliquer dans votre entreprise demain pour scaler. Mais voilà, moi, je suis plutôt contre parce que même ça met un biais psychologique au 16 où il se dit bah, je peux pas aller. Tu vois, quelqu'un qui est très ambitieux, qui est très performant, il peut pas aller se faire un gros salaire, il va être capé et à un moment donné, il va forcément lever le pied. Quand il lève le pied, bah, il va s'occuper autrement, il va peut-être être défocus, il va mettre au frigo. Donc voilà, je trouve que c'est pas dans l'intérêt de la boîte. Et, pardon, mettre au frigo, c'est peut-être quoi signer deal et tu les mets un Tu peu les en gardes. attente. Ouais. Voilà. Et donc je trouve que Et, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. et l'autre pratique qu'on voit beaucoup, c'est la pratique des seuils. À partir d'un certain seuil, tu as une commission différente. Là aussi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça justement, tu vois, tout à l'heure on parlait un petit peu des différentes étapes, start-up, boîte un peu plus structurée, grand groupe. Ça, on le voit, je ne le recommande pas pour les startups parce que Day Ça devient One, complexe. ouais, et puis le métier est assez dur, tu vois. Donc, si il faut déjà faire 70% de ton objectif pour commencer à toucher quelque chose, tu es en pleine exploration, tu connais pas exactement ton ICP, tu es en train d'explorer. Donc, je recommanderais pas ça. Par contre, on le voit pas mal dans les entreprises un peu plus structurées qui maîtrisent très bien leur territoire, très bien leur cycle de vente et qui, en gros, c'est un peu une protection pour eux de se dire si le commercial est sous-performant, il n'a pas de commission. Et comme ça, en fait, ça permet de garder uniquement une équipe qui, à minima, arrive par exemple au premier seuil qui est 70%.
Très bien. Très bien. Ensuite, est-ce que tu vois chez tes clients la pratique de finalement incentiver certaines actions qui vont être ponctuelles? Je sais pas, faire un sprint sur un marché particulier où là, Ouais. on va ouvrir une commission qui est exceptionnelle par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est plutôt une bonne pratique ou est-ce que ça a des contre-effets négatifs? Ouais. Ben, écoute, je le vois pas mal. Et effectivement, ça a pas mal de vertus aussi pour casser la routine des commerciaux. Ça permet de mobiliser aussi toutes les équipes autour d'un objectif commun. Ça peut créer un petit peu de cohésion et compétition même euh, qui doit rester saine. Comme, moi, je trouve ça sympa. Peut-être parce qu'aussi c'est dans mon état d'esprit et j'aime bien le côté un petit peu compétition sur un moment un petit peu plus resserré. Ça permet aussi de lancer des produits, tu vois. Enfin, un commercial, je suis le premier, hein, donc aucune critique. Euh, il va optimiser pour son temps et pour son argent, même si il optimise pour l'entreprise. Donc, s'il doit apprendre une nouvelle gamme de produits et qu'il gagne rien de plus sur cette gamme de produits, ben, il va peut-être continuer à vendre ce qu'il maîtrise. Voilà. Le fait de pouvoir mettre en place des incentives, des challenges, ça permet peut-être de lancer une nouvelle gamme de produits, de lancer un nouveau territoire qui va être un petit peu nouveau, sur lequel on va potentiellement se casser un petit peu les dents. Voilà, ça permet un petit peu de faire euh, l'extra mile. Désolé pour l'English, mais je trouve ça bien. Ça permet voilà, de casser la routine. Pendant tout ça, c'est que c'est assez dur à suivre et à gérer on va dire quand tu as une organisation un peu plus traditionnelle, que tu n'es pas nécessairement outillé. Alors, je dis pas ça pour cette rente, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on adresse et quand tu n'es pas outillé, c'est beaucoup de gestion. Ok. Donc on voit bien hein, que en fonction de votre stratégie de commission, le comportement finalement des commerciaux vont parfois changer, parfois en bien, parfois en mal. Est-ce que tu as d'autres exemples ou d'autres bonnes pratiques ou erreurs à communiquer là-dessus quand on modifie, tu l'as dit, hein, 90% des entreprises modifient le plan de commission chaque année. Voilà, est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner? Sur les bonnes ou mauvaises pratiques, euh, là, comme ça, j'en ai pas. Disons que faut toujours veiller à ce que. Enfin, moi, le travail d'équipe dans une équipe commerciale, il est important. Donc, Ouais, ça peut être une question. Est-ce que tu vois, par ouais, exemple, des entreprises qui commissionnent non pas à la perf individuelle, mais plutôt à la perf collective? ouais, il y en a. C'est un sujet toujours un peu compliqué. C'est vachement au cas par cas. Mais, je trouve ça hyper bien d'avoir en tout cas, cette initiative de favoriser le travail d'équipe, or que ce soit dans des squads où tu vas avoir un profil SDR, un profil account exec, et en fait, ils ont un objectif commun de chiffre d'affaires et qui sortent un peu de leur matrix personnelle. Ça peut être un objectif d'équipe et comme ça aussi un commercial, j'en sais rien, qui est top performer. S'il sait qu'il déclenche un bonus, si 100% de l'équipe atteint au moins 80% de ses objectifs, bah, peut-être qu'il va aller filer un coup de main à ses collègues qui peut-être sont dans une période un peu plus compliquée, qui n'ont pas le même territoire, enfin, ouais, il y a plein de raisons. Et comme ça permet aussi de favoriser la collaboration. Et moi, je trouve ça intéressant de mettre ça en place. D'accord. Donc là, tu as parlé de plusieurs fonctions commerciales. Donc on va prendre le SDR, donc le chasseur, Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, les closers, les CSM, ceux qui vont suivre la vente. Là, comment on pourrait optimiser leur rémunération? Donc tout à l'heure, à un moment donné, tu as parlé de pourquoi pas rémunérer à la performance collective ou rémunérer ouais. le revenu que génère l'entreprise, mais est-ce qu'il y a quand même des règles où finalement tu as, je sais pas, un certain pourcentage plus ou moins élevé selon les fonctions dans l'entreprise? Alors, ce que je vois beaucoup, c'est par exemple des SDR où ouais, je pense qu'il y aura une différence à faire entre des SDR qui chassent des entreprises plutôt small business et des Oui. entreprises plutôt enterprise.
Voilà. Donc, c'est là où il va falloir mettre le curseur au bon endroit sur le nombre de rendez-vous. Euh, Moi, j'aime bien l'idée de se dire que le SDR, il doit non pas juste booker des meetings parce que c'est pas facile, mais c'est plus dur d'aller en bookant un meeting, choper déjà de l'information, faire une mini discovery, ce qui fait que tu alimentes pas l'agenda et le pipe de la compte exécutive qui derrière prend la main avec des opportunités qui risquent de fail. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur les métriques, tu vois, tu peux imaginer 20 rendez-vous qualifiés, bookés par mois par SDR, et tu peux les incentiver là-dessus. Tu peux aussi te dire, bah, si on a un cycle de vente de 3 mois, moi j'aime bien cette idée. Je pense qu'il faut avoir 2 voire 3 métriques maxi comment dire, par fonction. Tu vois, que ça reste assez simple à comprendre. Les commerciaux, ils peuvent, sur chaque opportunité, prendre leur calculette et essayer de savoir combien ils vont gagner. Donc, si on complexifie trop le système, c'est assez frustrant. Pour le SDR, je dirais une métrique sur des actions, parce que voilà, on maîtrise ses actions, on ne maîtrise pas le résultat. Donc, c'est important de pouvoir récompenser sur le travail bien fait, entre guillemets. Et après, je mettrai aussi une incentive sur le fait que le business developer, la compte exécutive, close un certain volume de business généré par ces opportunités. Et tu vois, là, tu peux imaginer des tranches. Si le business a plus 3 mois, euh, des opportunités sourcées par ce SDR, et entre 0 et 10K, il prend, j'en sais rien, 500 euros de prime. Si c'est entre 10K et 20K, il prend 1000 euros de prime. Tu as des paliers pour pour que le SDR ne soit pas aussi derrière le dos de la compte exécutive, opportunité par opportunité. Ce qui peut créer justement un peu des conflits. Et des fois, on tombe bien, des fois, on tombe moins bien dans le binôme. Donc là, il y a ça. Et puis pour les accounts exécutifs, je dirais, bah, c'est incentiver sur le résultat, quoi. Donc c'est du chiffre d'affaires. Après, 2%, 3%, 5%, 10%. Ça dépend Ça dépend de la stratégie de du la boîte business. et Ouais. comment elle est financée. Tu as parlé de conflits que peuvent avoir les commerciaux. Quelles sont les principales frustrations des commerciaux quand on a un plan de commissionnement peut-être mal ficelé? Quelles sont les causes de ces frustrations et comment les traiter? J'imagine que c'est une des douleurs que tu résous avec SalesRamp. Ouais, exactement. Alors, je veux dire, ce que j'entends le plus, c'est un manque de transparence. En gros, tu reçois à la fin du mois un nombre qui sera ton variable et tu n'as pas le détail. Tu n'as pas le détail parce que, par exemple, ta boîte te paye quand le client a payé, tu ne sais pas qui a payé. Donc, en fait, voilà, tu vas gagner 2636 euros de prime. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça demande de passer du temps de son côté à faire son propre suivi, sa propre comptabilité en gros. Donc c'est un peu de défocus aussi sur le business et ça crée pas un climat de confiance, on va dire, entre le sales et l'entreprise. Donc il y a ça, ce manque de transparence. Évidemment, si je prends l'exemple d'une boîte qui a une cinquantaine de sales, qui gère encore les commissions sur Excel, elle s'expose à des erreurs manuelles. Voilà, enfin c'est comme ça. Il y a des erreurs dans tous les fichiers Excel, faut l'accepter. Mais par contre, quand tu te trompes sur la commission d'un commercial, il s'est battu pendant pas mal de temps pour closer le deal, donc c'est jamais une bonne nouvelle. Et en plus de ça, ça crée pas mal de conflits internes entre la finance et les sales. Les sales, c'est des profils qui, en plus, s'expriment bien et n'hésitent pas à prendre la parole. Donc voilà, ça peut créer pas mal de remous dans l'entreprise. Donc, il y a ça, manque de transparence, les erreurs, et puis le fait de passer du temps à faire sa propre comptabilité, quoi. C'est un défocus sur le business, hein. Le 16, il a envie de parler à ses clients, faire avancer ses opportunités et closer des deals. Oui, et puis tu peux aussi imaginer que c'est un défocus pour le manager, parce que si à un moment donné, tu as un sales qui te dit, qui revient vers toi, attention, il y a une erreur, est-ce que tu peux vérifier? Donc au final, tu vas vérifier, et puis les mois suivants, tu vas vérifier encore plus. Et là aussi, tu vas perdre du temps. Ah, exactement. Et en fait, tu perds du temps, il y a toujours le sujet de confiance. Tu vois, un commercial, c'est quand même quelqu'un qui est en première ligne, qui défend les intérêts de l'entreprise. S'il n'a pas 100% confiance en sa boîte, c'est compliqué, que ce soit sur la partie produit, euh, livrable ou autre, peu importe son métier, mais si aussi il n'est pas certain d'être payé la bonne somme par rapport à ce qu'il a vendu, ça met le doute.
Et en plus, le marché des sales est assez tendu. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, je pense que les entreprises ont tout intérêt à soigner cette partie-là pour, sans parler de chouchouter les sales, mais en tout cas, juste leur payer ce qui leur est dû et leur apporter la transparence sur ce sujet qui est important. Ouais. Il y a le sujet aussi des top performers dans les entreprises. Ouais. Tu m'en as parlé en off. Selon toi, comment le plan de commissionnement permet de garder ces candidats qui sont forcément chassés par d'autres boîtes? Et effectivement, on a une pénurie de talents sur le métier de la vente en France, donc ça peut Ouais. être un enjeu assez important pour les sociétés. Ouais, tout à fait. Bah, pour garder ces top performers, pareil, il y a des industries particulières. Donc, les exemples que je vais donner ne vont pas forcément résonner envers tout le monde, mais euh, on va dire que c'est un ou deux profils sur 10 qui vont être top performers dans une équipe. Euh, Ils ont évidemment, ils peuvent être très contents de gagner beaucoup d'argent. Et donc, je pense que déjà, le plan de commission ne doit pas les contraindre là-dedans. Après, il y a aussi d'autres leviers. C'est des personnes qui ont peut-être un petit peu d'ego et donc caresser dans le bon sens leur ego. Il y a aussi voilà, peut-être des choses à gagner. Je sais qu'il y a des belles boîtes américaines qui ont des présidents de clubs. Donc, c'est quelque chose qui met énormément en avant les top performers en leur payant un voyage ou autre. Voilà. C'est des choses qui peuvent venir un petit peu s'additionner au plan de commission et qui permettent de fidéliser, en tout cas de récompenser les top performers. Je pense qu'il faut être attentif à ça. Il ne faut pas essayer de faire l'autruche quand tu es sales manager et que tu vois quelqu'un qui est en train d'exploser les chiffres. Parce que s'il explose les chiffres, il va se poser la question de rester ou peut-être d'aller avec ses chiffres, voir un petit peu ce qu'on lui propose ailleurs. Ok, très bien. Si on parle un peu de Sales, de ton logiciel en fait, hein, SalesRamp, comment Ouais, tu le prononces? Sales Ramp, ouais, Sales Ramp. Ok, Ça dépend si tu on veux va le le prendre en faire, français ou en on va le anglais. faire là. Ok. Ok, je vais essayer de ne pas me tromper. Ça permet en fait, j'imagine, de suivre des éléments dans ton plan de commission, des métriques, et en fait euh, combien d'éléments tu vas suivre ou combien d'étapes tu vas suivre là-dedans. En fait, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la valeur ajoutée d'avoir un outil, un logiciel en fait qui permet de. Pour ma part, j'ai effectivement toujours utilisé des fichiers Excel, donc ça Ouais. m'intéresse de voir un peu les coulisses de ce genre d'outils. Yes, complètement. Donc, nous, c'est un logiciel qui a un peu vocation à supprimer les fichiers Excel des organisations sur la gestion des commissions. On va aussi pouvoir remplacer d'autres solutions qui sont un peu intermédiaires comme des outils de BI, donc Business Intelligence. En fait, on vient se connecter à des outils CRM, outils ERP, en fait, tous les outils qui vont comment dire, permettre de suivre les ventes dans une entreprise. Et donc, nous, on est connecté par API à, par exemple, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, et on développe du coup, chaque semaine un nouveau connecteur. Euh, et l'idée, c'est dans SalesRamp, pouvoir mettre en place les règles de calcul des commissions, ce qui est historiquement fait dans Excel, de manière beaucoup plus simple. Justement, on a travaillé vachement sur l'expérience utilisateur pour permettre à des profils qui sont non tech de même voilà, ont juste quelques bases, on va dire, d'Excel, de savoir mettre en place un plan de commission qui peut être complexe avec des notions d'accélérateur, de décélérateur, de reprise de commission si en fait le contrat n'a pas été réellement honoré. Il y a plein de choses. On permet aussi la mise en place de challenges, on en parlait tout à l'heure, ou d'incentives short terme. Ça, pareil, c'est un gros atout pour les directeurs commerciaux qui veulent justement animer leur force de vente sur une semaine avec un challenge. Voilà. Ça se fait en quelques clics. Et aussi toute une brique un peu plus pour des profils finance. Voilà, tu le sais, les salaires des commerciaux, ça peut représenter une grosse part des dépenses d'une entreprise. Donc, on va pouvoir aussi permettre de projeter les coûts associés, de faire des simulations avec différents plans de commission sur des données passées. Et après, évidemment, pour les commerciaux, on leur fournit le bon dashboard avec leur performance commerciale aussi, montrer combien ils vont gagner par rapport à ce qu'ils ont signé, combien ils peuvent gagner par rapport aux opportunités qui sont en cours, par exemple au stade final de négociation. Et comme ça, ils vont pouvoir un petit peu aussi s'automotiver en regardant leurs chiffres. Et je pense qu'il y a une vertu à avoir quasiment en temps réel
la visibilité sur ces chiffres, comme ça on se rend vraiment compte de où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire si on veut passer certaines étapes. Très bien. Voilà. Écoute, je me suis permis de regarder les questions du live. Pas évident, hein, Ouais. d'écouter et de lire en même temps. J'essaye d'en retenir une. On a une question de Clément qui demande qu'est-ce qui se passe quand les sales ont atteint leur objectif? Comment on fait pour les motiver une fois qu'ils sont arrivés à cet objectif? Est-ce que toi, tu as Ouais. des bonnes pratiques là-dessus, des idées? Ouais. Bah, merci Clément pour ta question. Euh, en fait, c'est là où tu vas rentrer sur des notions de paliers supplémentaires où tu vas te dire, quand il a dépassé 100% de ses objectifs, qu'est-ce qui débloque? Est-ce qu'il débloque un bonus, tu vois, qui est un one-shot? Est-ce qu'il va passer justement sur un autre système de commission? On va le rémunérer un peu plus sur chacune de ses ventes pour toujours continuer à l'inciter à vendre. Et tu vois, c'est OK de faire 200% de ses objectifs. Ouais, mais j'espère que ça répond à sa question. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est atteint 100%? Si le plan de commission te permet de continuer à gagner sa vie en tant que commercial, il n'y a pas de raison de s'arrêter à 100%. Et du coup, voilà, Ouais. problème Oui, résolu. c'est là où on peut rentrer dans la super performance. Et moi, j'ai connu des boîtes où dès que tu dépassais ton objectif, en fait, tu rentrais dans un nouveau plan de commissionnement qui était encore plus attractif, plus attrayant. Ouais, Et donc, forcément, les gens étaient encore plus motivés pour exploser les objectifs. c'est ça. Sur les questions, on a aussi Christophe qui, lui, a une approche intéressante, hein. Il donne pas de commission, mais plutôt un Ouais, fixe plus élevé que ouais, le marché. ouais. Parce que selon lui, en fait, la commission, ça met une pression sur le BizDev qui est contre-productive. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je, je connais quelques boîtes qui font ça. Euh, Moi, j'étais justement chez Jellyfish pendant un peu plus d'1 an avec ce système. Euh, Oui, je trouve que justement, ça va pas vraiment retenir les top performers ou les personnes qui justement ont envie de faire eux-mêmes leur salaire. Tu vois, des profils qui sont peut-être un peu entrepreneurs dans l'âme, qui se disent, bah voilà, j'ai mon fixe, il est temps, j'ai pas de limite dans mes gains à partir du moment où je performe et je vends bien. Donc, tu vas peut-être un peu moins attirer ce profil, mais c'est pareil, c'est OK, tu vois, on revient un peu à la stratégie, quel type de profil tu as envie d'avoir dans tes équipes de vente. Je pense que ça a beaucoup de vertus aussi sur le côté plus vente consultative, où tu vas accompagner ton client, tu vas pas forcer la vente. Euh, ouais. donc, enfin, Oui, et il puis y a plein de vertus, c'est une les question de ventes, j'imagine, profil. avec des cycles de vente très longs, tu vois, un fixe qui est très bon et pas de variable ou un variable faible, Ouais, ça peut se comprendre. Par contre, moi j'ai coaché des équipes qui étaient sur des cycles de vente très courts, c'était pas évident de ne pas avoir de variable là, hein, parce que sinon tu te démotives très vite puisque tu passes ton temps à faire des calls et des rendez-vous très rapides. Donc, si tu n'as pas la ouais, commission derrière, le BizDev, il s'en va au bout de quelques mois, hein. Donc, je pense effectivement que c'est une bonne pratique selon les secteurs, selon la taille d'équipe, selon ton cycle de vente. ouais. Et, Voilà. et là-dessus, si je peux ajouter un truc, j'ai l'impression que les boîtes qui fonctionnent bien, alors je sais pas quelle est ton entreprise, Clément, mais les boîtes qui fonctionnent assez bien là-dessus, c'est qu'elles ont aussi d'autres choses à apporter. Par exemple, un petit peu d'equity pour leurs employés. Ils font le pari en tant que sales que la boîte va grandir, du coup, qui vont peut-être gagner leurs variables à travers un petit pourcentage des parts qu'ils ont pu avoir via des BSPCE ou autres. Euh, donc ça, c'est très bien quand tu es dans une phase un petit peu de scale de l'entreprise avec des levées de fonds. C'est peut-être pas du tout le cas de ta boîte, hein, Clément, mais marquer que ça marchait bien dans ces cas-là et aussi où il y a un gros travail du marketing en parallèle des équipes sales, ce qui fait que la vente n'est pas nécessairement une vente complexe où il faut aller convaincre 5 interlocuteurs dans une boîte du CAC 40. Tu vois. Voilà. Je... Ok. Très Mais bien. plaisir d'en On parler. va peut-être, Benjamin, avant de passer à mes dernières questions de la fin, on prend une dernière question. Et si tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, n'hésite pas. On a la question notamment des commissions pour les gens qui sont externes de la boîte, les apporteurs d'affaires. Comment on gère ça? Est-ce qu'on se calque sur le même commissionnement que ces sales? Est-ce qu'on a un plan de commissionnement à part? Comment tu gères ça? Ouais. Alors, la façon dont j'aborde le sujet, c'est déjà
si tes sales en interne sont au courant du pourcentage que tu accordes à tes apporteurs d'affaires, assure-toi de, par exemple, Bien si tes sales communiqué gagnent dessus. 3% et que ton apporteur d'affaires prend 20%, il peut y avoir un côté où on se dit, ah, c'est pas Ouais. très fair par rapport à moi J'ai qui j'ai- suis j'ai celui-là. déjà eu le cas, ouais, effectivement. Donc, il y a déjà ça. Et après, j'aime bien mettre un peu des grilles où tu vas avoir, si tu me fais une intro, c'est 3-5%. Euh, si tu viens avec moi au premier meeting, tu as un peu le niveau d'implication de l'apporteur d'affaires. Parce qu'il y en a qui juste font une intro WhatsApp, next, ce qui peut apporter, enfin, créer beaucoup de valeur. Mais voilà, je pense que c'est pas mal de mettre aussi un investissement en temps et en effort du côté de l'apporteur d'affaires. Et après, il y a un peu des grilles marché, 5, 10, 15, 20%. Euh, Tout dépend, pareil, le business de tes marges. Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp Les Héros de la Vente. J'ai sollicité 6 experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de ventes. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone, bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin. On va passer aux questions de la fin. Il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Yes. Toi, en termes de contenu, n'hésite pas hein, si tu as besoin de rajouter d'autres choses sur ce sujet, mais en termes de contenu que tu lis ou que tu conseilles à tes commerciaux ou à tes amis, tu as des choses à nous partager? Ouais, alors, moi, je suis très podcast, très livre audio. Ok, J'ai du mal à me plonger dans un bouquin papier. Par contre, depuis que j'ai découvert les livres audio, j'en lis pas mal, enfin, j'en écoute pas mal. Donc ça, c'est un format que j'aime bien. Je pense que c'est important de trouver le format qui nous plaît. Tu vois, pareil, j'aime bien les formats un peu des tweets où tu as des threads sur des sujets très spécifiques. Je trouve qu'il y a de très bons entrepreneurs ou spécialistes qui, en quelques lignes, t'envoient l'essence. Et après, si tu as envie de creuser, tu peux. Donc, c'est j'aime vrai bien que ça. Twitter, je l'utilisais pas tellement avant, mais en fait, pour la veille et l'apprentissage, c'est assez fort, hein. Notamment du côté anglo-saxon, tu as des sacrés contenus avec beaucoup de valeur en ce qu'ils appellent avec les threads sur Twitter. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Et pour ça, ça veut dire aussi suivre les bonnes personnes. Donc, Ouais. passer un peu de temps à chercher les bonnes personnes. Et après, comme ça, c'est con, mais même sur LinkedIn, ton fil d'actualité, il te nourrit quotidiennement d'infos qui Ah, sont pas du en as bullshit. quelques-unes des personnes à conseiller, Euh, à suivre? alors, je suis pas super bon pour retenir les noms de personnes que je connais pas personnellement. Je pourrais éventuellement, enfin, s'il y a personne dans le live qui sont intéressés, je pourrais l'envoyer par message derrière. Je Oui, on la peux pas mettra dans les notes du dire de podcast si bêtises. tu veux. Ouais, Ça carrément. marche. Et après, en bouquin, là, c'est parce que c'est mes sujets du moment. Il y a Fanatical Prospecting que je recommande à tous les sales, Ouais. que tu sois à compte exécutif, alors spécifiquement tous ceux qui font beaucoup de prospection. Mais je pense qu'il y a pas mal de bons messages qui sont diffusés dans ce bouquin, euh, notamment sur qu'est-ce qui va t'aider à performer en tant que commercial. Alors évidemment, ça tourne beaucoup autour du call, mais c'est comment tu fais vivre l'ensemble des leviers, comment tu organises bien ta journée. Parce qu'un sales aussi, il y a le fait qu'il ait la tchatch, qui comprenne très bien, enfin, pas la tchatch, parce que ça peut être un peu péjoratif, mais qui comprenne bien les enjeux du client, qui sache l'accompagner. Euh, mais il y a un côté aussi qui est clé, c'est l'organisation dans son quotidien pour qu'il puisse délivrer un maximum. Et je trouve que ce bouquin-là, il pose bien les bases, donc je le recommande. Ok, bah écoute, merci. Je l'ai mis dans le chat là, la référence. J'espère que j'ai pas fait de coquille. Mais on corrigera ça dans les notes du podcast. Après, en termes d'outils ou de routines qui t'aident au quotidien, est-ce que tu as des choses à nous partager? Ça peut être des choses très simples hein, ou des choses, des systèmes complexes que tu as mis en place. Ouais. Alors, c'est des choses qui évoluent un peu par rapport à mes périodes de vie.
j'ai envie de te dire. Là, en ce moment, alors, j'ai pas de morning routine ou truc comme ça, désolé. Mais par contre, je me tiens à faire 3-4 fois du sport par semaine. Ça participe vachement à mon équilibre perso. Ouais, je fais beaucoup de sport. Et je prépare la veille ma journée du lendemain. J'ai repris un peu le papier. On a beaucoup Ouais. d'outils digitaux. J'ai repris un petit peu le papier où je pose mes idées, je pose mes tâches les plus importantes et surtout un travail que je fais un petit peu sur moi, c'est d'apprendre un peu plus à dire non et à prioriser les sujets qui sont super importants pour atteindre nos objectifs dans la boîte parce qu'on est aussi très vite aspiré sur 15 000 sujets. Je Ouais. suis quelqu'un qui a aussi pas mal d'idées, donc j'ai envie d'explorer plein de trucs, mais voilà, c'est un peu, je travaille un peu sur mon focus. C'est le, Voilà. c'est le paradoxe de l'entrepreneur, hein. Tu dois te focus sur quelque chose, mais tu as plein de choses à gérer. Donc. Et d'ailleurs, vous venez de faire une levée de fonds, donc j'imagine effectivement que tu as beaucoup d'enjeux et de problématiques, et tu dois faire attention à la gestion de ton temps et à ne pas t'éparpiller. C'est ça, hein, Benjamin, j'avais Ouais, vu une exactement. actualité il n'y a pas très longtemps sur Exactement. votre levée. On a fait un précis Ok. d'1,2 million, là, ce qui nous permet justement d'amorcer un peu Ok. plus le projet avec des équipes tech, équipes sales qui nous rejoignent. Donc, d'ailleurs, Ouais. s'il y en a qui écoutent, on recrute des sales, SDR et business developers. Ok. Plaisir d'échanger. Je peux peut-être t'envoyer des CV, j'ai des profils. Je ferai Allez. ça en off. Il me reste quelques questions et après on Yes. clôturera le live. Qu'est-ce que tu vois comme enjeu les 3-4 prochaines années sur le domaine de la vente, vu que tu es une sales tech? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vois sur le marché où tu te dis, oula, ça va être un enjeu fondamental les prochaines années? Alors, je dirais qu'il y a un Question pas sujet un peu. évidente. Ouais, il y a, il y a un sujet de sales enablement. Je pense que c'est un peu la prio de toutes les boîtes. C'est comment, surtout que quand on regarde un peu la durée d'un commercial dans une entreprise, c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est souvent assez court. Donc, il y a un enjeu de très vite onboarder un nouveau sales Ouais. dans une organisation qui est remote ou même hybride, mais en tout cas qui demande à être remote sur les sujets d'onboarding. Donc, il y a cet enjeu-là et ça demande du temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une personne en externe aussi qui permet de faire ça parce qu'on a toujours dans son organisation de sales la tête dans le guidon. Le sales manager, en fait, au lieu de manager, il est sur des deals. Il fait pas son job watching parce que en fait, il est en train de saisir des champs dans HubSpot. Enfin bref, tu vois, il y a toujours 15 000 trucs qui font que tu fais pas ton job de coach. Donc il y a aussi ce truc-là. Je pense que si ça rentre un petit peu dans la culture des boîtes, de se faire accompagner par des externes qui ont un regard un peu neuf, qui sont pas dans la roadmap produit en même temps, enfin, ça les regarde pas, donc ils vont avoir plutôt des bonnes pratiques sur le métier de commercial. Et donc ouais, il y a ce Ouais. sujet-là. Après, Sales Enablement, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'association du training, de la formation continue des sales et de tous les outils qui vont leur permettre de performer, et notamment les outils de contenu pour avoir le bon contenu au bon moment pour leurs clients. Et je prépare 2 épisodes sur le sujet, et notamment avec quelqu'un de chez 360 Learning qui ont poussé assez loin le concept de Sales Enablement. Ils ont une équipe, je crois, de 6 personnes rien que pour ce sujet. ok. Donc c'est un sujet passionnant. On parle déjà de partnership enablement, revenue enablement, qui sont encore des strates du sales enablement. Ouais. Donc on va en parler bientôt là dans les lives en octobre. J'ai pas encore les dates, mais ça va venir. Ok. Et là-dessus, enfin, si je peux compléter un truc, moi Vas-y. j'aime bien réfléchir revenu en fait pour une boîte, tu vois. Ouais, Donc pas juste sales parce que c'est très bien de vendre, mais tu vois comment tu crées de la valeur dans le temps avec ton client, comment tu le gardes, et du coup, ça veut aussi dire peut-être des fois réfléchir un peu plus long terme dès le départ sur est-ce que ça va être un bon client pour nous ou pas. Et peut-être que si ça l'est pas, on va pas forcer la vente. Alors, je dis pas que beaucoup font ça, mais ça m'est ça m'est arrivé peut-être de vendre des trucs qui n'auraient peut-être pas dû être vendus, et du coup après c'est aussi des complications sur le suivi. On n'arrive pas à upseller comme on veut. Enfin voilà, ça crée de la friction. Donc avoir un petit peu projeter un petit peu la customer journey du client dans l'entreprise et avoir des patrons sales qui ont une vision un peu plus revenu avec le côté CSM aussi, un bon trait avec
le marketing. Ça fait 10 ans qu'on parle du travail entre sales et marketing. Mais j'aime bien avoir un peu cette casquette plutôt revenu qui va chapeauter la partie avant-vente, sales, marketing et post-sales aussi. Ouais, ben, je pense que ce mot-clé, un revenu, va arriver très vite. Bah, tu vois, je t'ai parlé de revenu enablement, ça y est, hein, ça commence à popper dans les entreprises américaines. Donc ça va arriver très vite en France. Il me reste 2 questions, Benjamin. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas que tu aimerais avoir? Et dernière question, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me conseilles d'inviter qui? Ok. Une compétence, si tu m'as demandé un don ou un pouvoir magique, je t'aurais dit le fait de pouvoir me transporter, Non, là, je suis plus me modeste. téléporter. Une compétence que j'aimerais avoir, disons que à un moment donné, je voulais dev parce que je voulais monter une boîte tech et je me suis dit, j'adorerais être un super ingé et puis pouvoir lancer un produit. Après, en fait, il vaut mieux monter une équipe et trouver des associés aussi compétents et ambitieux qu'on a envie de l'être dans son projet et puis bien s'entourer plutôt que de vouloir tout faire tout seul. Donc après, compétence, c'est juste, je pense qu'on a vocation à toujours se former et à toujours se développer. Donc si un jour j'ai une compétence qui me manque, j'essaierai de l'apprendre si elle est importante pour moi. Le dev, tu peux essayer de l'apprendre, hein, mais bon, c'est peut-être pas le bon timing, mais Ouais, non, c'est quand tu ça. auras un peu C'est plus ça. de temps. C'est ça. Et la personne que je pourrais recommander sur un podcast, sur ton podcast, je pense à Hugo Benz, Ok. qui a cofondé Kimono. Tu le connais peut-être. Ouais. Il a pas mal d'activités. C'est, à mon sens, un super entrepreneur et super sales. Donc voilà, moi, je te le recommande. Je ne sais pas si tu lui as déjà parlé ou pas sur ce podcast. Encore non. Mais J'ai je pense que suivi c'est l'aventure intéressant de parler. Kimono, mais ouais. Et là, il est en train de monter une sorte de startup studio qui s'appelle La Chapelle. Ok. Voilà, donc, il est dans une bonne dynamique entrepreneuriale et ouais, je pense que ce serait intéressant d'échanger avec lui. Et Hugo Je pourrais te Benz, faire hein, une tu m'as intro. dit. Ouais, je pourrais te faire l'introduction. Cette question, c'est vraiment appliquer les conseils que je donne aux commerciaux. C'est la recommandation, finalement, tu finis un rendez-vous, même si la vente ne va pas se faire, qui pouvez-vous me recommander pour mon service? Et donc, je l'applique à ce podcast et ça me fait de nouvelles idées d'invités. Benjamin, Yes, merci top. beaucoup. On a tenu le timing, 50 minutes, Top. c'est parfait. Si les gens veulent en savoir plus sur ton logiciel, sur le sujet des commissions, on peut te joindre à quel endroit? Le mieux, c'est peut-être LinkedIn. Voilà, c'est hyper simple. 2 options. Soit vous m'envoyez un message, soit directement sur mon profil, il y a un lien vers mon agenda. Je ne sais plus comment c'est appelé, mais genre, ça doit être un problème avec vos 16 compensation, mais ça envoie vers mon lien. Donc, vous pouvez directement booker un créneau de 15-30 minutes ou m'écrire sur LinkedIn avec plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin pour ta dispo et Merci, Alexandre. bonne aventure avec SalesRamp. On va suivre tout ça. Yes. Je pense que le sujet est assez important pour que ça se développe très bien, ta société. Et puis, le podcast sera disponible normalement d'ici la fin de l'année. À Trop bientôt bien. tout le monde et à bientôt À Benjamin. à bientôt et merci pour l'invitation, Alexandre. À plus. À plus. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesheroesdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!